parents habitaient Sliven, une petite ville au centre-est de la Bulgarie. Je suis née 2 jours après le début de la guerre. Mon père, dont le nom de famille signifie croix en bulgare, était un fervent orthodoxe, ce qui n'était pas très bien vu du régime communiste. Mon père était obsédé par l'idée de sortir ses filles de l'intestin de l'enfer, une expression des évangiles selon lui, que j'ai trouvée en réalité chez Dante. Notre invitée est aujourd'hui Julia Kristeva, une des plus grandes théoriciennes de la littérature. Elle est écrivaine, plus d'une trentaine d'ouvrages à son actif, psychanalyste et linguiste. Professeure émérite à l'Université de Paris 7, elle est aussi professeure honoris causa de plusieurs universités à travers le monde. Julia Kristeva a été lauréate de nombreux prix internationaux. Le dernier ouvrage de notre invitée s'intitule Dostoïevski, précédé de Grandir, c'est croire, coécrit avec Marie-Rose Moreau. Julia Kristeva, ravie et honorée. Bonjour madame, tout le bonheur est pour moi de pouvoir être présente à travers l'Institut français en Tunisie. Julia Kristeva, ce fervent croyant qu'était votre père, vous n'étiez pas de son côté lors de votre prime jeunesse. Votre prédilection allait plutôt vers la rationalité de votre mère biologiste. Vous considériez votre père un peu comme un dinosaure. Oui, tout à fait, c'est ce que je dis dans un entretien avec Samuel Doc. Nous avons fait un livre qui est une sorte d'autobiographie par conversation, comme nous conversons aujourd'hui, et qui s'appelle « Je me voyage ». Ce qui est une entorse à la langue française. On dit « je me bats, je me révolte » ou « je me baigne », mais on ne dit pas « je me voyage ». C'était pour marquer d'emblée mon étrangeté que je revendique et le fait que nous sommes tous en voyage si nous voulons être vivants, en voyage dans notre esprit, parce que nous changeons nos idées, nos amours, nos choix, et aussi dans le monde de la globalisation, nous changeons souvent de lieu de vie. Donc, en effet, mon père était un croyant fervent, ma mère avait fait des études de biologie et mon père pensait que j'avais un goût absolument sûr, selon lui, pour la clarté de la pensée. Et pour cela, il m'avait inscrite pas à l'Institut français, qui n'existait pas à l'époque, mais d'abord à la maternelle française, qui était dirigée par des comment on appelle cela, des oblates, je pense. Je croyais que c'était des dominicaines, mais des religieuses en tout cas, qui ont été vite convaincues d'espionnage et chassées de Bulgarie après la guerre. Et c'est l'Alliance française qui a repris leur œuvre. Donc, je me considère comme un enfant de l'Alliance française, d'autant plus que mon père, dans cet esprit de clarté et de compréhension, de lucidité, pensait que la seule manière de vivre sous le communisme et après, c'est d'apprendre des langues. Donc, le français était la voie royale pour la liberté. Avec le russe, évidemment, que nous parlions naturellement, avec tous les guillemets, puisque c'était la langue de notre grand frère et qui faisait la loi à l'époque. En dédiant votre Thérèse, mon amour, qui est la biographie de Sainte Thérèse d'Avila par vous, en le dédiant à votre père, rendez-vous hommage à votre père en soi ou à ses fois contrarié, à ses fois contretemps? Les deux, sans doute, parce que, en effet, je suis ce que nous, les psychanalystes, appellent une fille du père, ce qui, d'une autre façon encore, correspond à ce qui est pour Freud la bisexualité psychique. Chez chaque femme, il y a un homme et une femme, et chez chaque homme, il y a un homme et une femme aussi. Donc, c'est cette particularité que j'essayais de cultiver, mais c'est vrai que mon côté battante, mon côté voyageuse, mon côté professeur, tout ce qui classiquement renvoie à une sorte de force sociale, va du côté du paternel. Mais en même temps, de ma mère, j'ai hérité la science parce que tout en étant femme, elle était scientifique et entre les deux, j'essaye de faire une sorte de combinaison entre les valeurs de la maison et les valeurs de la société. C'est-à-dire le care, comme on dit aujourd'hui, le soin, et qui est très nécessaire en temps de viralité, et en même temps le sens du lien social, des contraintes, et aussi la possibilité d'assumer des autorités
et de participer au pouvoir, mais en le mettant en question. Fille du père, dites-vous, vous l'êtes encore en écrivant votre Dostoïevski. La figure de votre père est très présente. Votre père était un fervent lecteur de Dostoïevski, qu'il dérobait à vos yeux, d'ailleurs, en le cachant dans le dernier étage de votre bibliothèque. Il vous le déconseillait même. Absolument. Je vous remercie de rappeler cela parce que ça répond à la précédente question que vous m'avez posée. À travers mon père, je me heurtais à la religion, évidemment, qui était interdite à l'école, considérée comme porteuse uniquement d'obscurantisme. Et tout Dostoïevskien qu'il fut, il me considérait comme quelqu'un qui doit ne pas lire cet auteur parce qu'il est trop collant et en fait ennemi du peuple. Mais en tant que révolté et garçon qui veut prendre la place du père, je faisais le contraire de ce qu'il me disait. Et par conséquent, j'ai lu Dostoïevski aussi. Mais plus généralement, la question de la foi m'est apparue chez lui comme une forme de résistance aussi. Et petit à petit, surtout en arrivant en France, j'essayais d'ouvrir ce grand continent des religions et non pas de me poser dans une d'elles, mais d'interroger le sens de la foi, la nécessité de la croyance et sa place aujourd'hui, car nous constatons tous comment la religion peut être source d'inspiration, mais aussi source de violence, de dogmatisme et d'oppression. Et donc, en cheminant avec mon père, mais d'une certaine manière en le mettant aussi lui-même en question, j'essayais de construire dans mon travail, en m'appuyant sur la psychanalyse aussi et sur la littérature, Dostoïevski compris, de construire une manière d'élucider la religion, non pas de la récuser, mais de la prendre comme un fait historique et d'essayer de comprendre ne suffit pas d'incarner au présent ce besoin de croire qui fait vivre pas seulement les religieux, mais qui est pour moi une nécessité anthropologique. Nous avons tous besoin de croire, pas tous en Dieu, mais en l'autre, à telle ou telle valeur éthico-morale. Et sans ce besoin de croire, nous ne pouvons pas avancer dans la construction de la pensée. Une de mes préoccupations dans mes derniers travaux est justement de voir comment chez l'enfant se constitue le besoin de croire dans la parole de ses parents, dans les bras de sa mère pour commencer, mais aussi le besoin et le désir de savoir. Et nous sommes tous constitués au carrefour du besoin de croire et du désir de savoir. Et j'ai déplacé cette interrogation de l'université Paris 7 à l'hôpital de la cité, à l'hôpital Cochin, en fait, qui a développé une section sur les adolescents qui s'appelle la Maison des adolescents. Maison de Solène. Exactement. Et on va y revenir tout à l'heure en débattant de votre grandir, c'est croire, parce que voilà. C'est un vaste sujet dont on va débattre. Mais je voudrais revenir à votre père, à la religion, au croire. Quand votre père parlait de vous extirper de ces intestins de l'enfer, était-il simplement question de ce régime communiste irreligieux ou cela dépassait-il cette question de religion? Oh, je pense à dépasser largement les questions et des religions et du communisme, mais à la base, en effet, la simple métaphore reprise, disait-il, aux évangiles, mais que j'ai trouvée chez Dante, comme vous venez de le préciser, voulait dire simplement que nous sommes dans une sorte d'idéologie qui réprime la créativité humaine. Intestin de l'enfer, c'est quelque chose d'extrêmement nauséabond et contraignant et dégradant. Et que la seule façon pour un être humain et pour la femme que je commençais à devenir, c'est d'apprendre des langues qui, à travers leur histoire, se sont confrontées à ces répressions de la liberté et de la créativité humaine. Et pour mon père, parmi ces langues, la première, c'était la française. Il nous faisait, et par d'ailleurs l'école maternelle, apprendre La Fontaine, Voltaire, Hugo. Et c'est cette voie-là que j'essaye de transmettre à mon fils.
la première chose que David a appris de la littérature française, c'est un poème de Victor Hugo sur une barricade au milieu des pavés, souillé d'un sang coupable et d'un sang pur lavé. Un enfant de 12 ans est pris avec les hommes. Et donc, c'est ce côté révolutionnaire de la pensée française et de la littérature et de la culture qu'il voulait que je possède. Et à travers elle, il ne pensait pas forcément que je quitterais le pays, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas imaginer que le bloc soviétique allait se dissoudre, mais tout simplement avoir les capacités mentales pour résister à l'oppression et développer le maximum de créativité. À travers pour commencer. Mais ce régime, Julia Kristeva, n'avait pas que du mauvais. Vous-même, vous parlez de la conscience du travail que ce régime inculquait aux femmes en égalité parfaite avec les hommes. Absolument. D'ailleurs, en tant que garçon révolté contre son père, je traitais, comme vous le disiez tout à l'heure, mon père de dinosaure, de naphtaline et tout ce qu'il y a de régressif, parce que j'appréciais aussi non seulement la pensée darwinienne que maman nous avait transmise, mais aussi toute la pensée des Lumières et les sciences que notre école nous inculquait, et aussi ce sens du devoir, de l'effort, de la compétition, dans lequel les femmes étaient incluses. Et c'est ce qu'on voit dans l'idéologie communiste à travers le monde, pas forcément dans le sens d'une libération de la spécificité féminine, mais souvent dans le sens d'une utilisation de la force féminine qu'on voit aussi en Russie d'aujourd'hui ou en Chine. Il y a une sorte de présence du féminin dans cette partie du monde qui tient à cet héritage communiste. Donc, comme vous le dites, dans mon histoire, je ne jette pas le bébé avec l'eau sale. Donc, il y a des éléments qui m'ont été transmis par cette discipline, par ce sens de l'effort, le goût de la compétition et l'identité qu'on appelle maintenant parité entre les sexes, qui me vient aussi de cette éducation. Donc, j'ai essayé de prendre de ce qui m'était donné, ce qui me convient et de faire ma synthèse qui me permet de me voyager à travers beaucoup d'épreuves que nous donne la vie et parmi lesquelles ce que nous vivons aujourd'hui. En 65, vous sortez enfin des intestins de l'enfer grâce à une bourse du gouvernement français. Vous débarquez à Paris avec pour seul bagage 5 $ et un livre de Bartine. Oui. Mais 50 ans après, Julia Kristeva, vous déclarez « Je serai toujours une étrangère ». Est-ce une référence à l'article de Roland Barthes de 1970 où il intitulait son article justement « L'étrangère » pour qualifier la mobilité constante de vos concepts, ou est-ce plus prosaïque? Vous sentez étrangère au sens d'extranéité? Je crois que Roland Barthes a vu en moi quelque chose que peu de professeurs voient dans leurs élèves, et il m'a appris à faire de la sorte, c'est-à-dire des êtres qui ne sont pas venus seulement pour apprendre, mais desquels on peut apprendre quelque chose. Apprendre de ses étudiants était quelque chose qui spécifiait Roland Barthes, et il nous faisait l'honneur à tous de nous dire que ce que nous portions ouvrait pour lui de nouveaux horizons. Et l'article dont vous parlez, l'étrangère, me fait la grâce de considérer que j'apportais à l'époque le post-structuralisme, Bartine et Dostoïevski, et donc c'était une manière de déconstruire le structuralisme et de l'ouvrir à l'histoire. Il pensait que cette étrangeté, ce goût de l'étranger, de provoquer, d'apporter de nouvelles idées, pouvait donner une leçon aux autres élèves et peut-être à une civilisation française qui parfois s'académise et devient trop contraignante. Donc, j'espère le prendre ce mot au sens de Barthes, mais surtout un sens politique que je résumerai par une phrase que je dis dans mon livre Étrangers à nous-mêmes, et qui est la suivante. Nulle part on n'est plus étranger qu'en France,
et nulle part on est mieux étranger qu'en France. Et j'ai profité des deux. La France est un pays qui a des structures extrêmement solides au niveau de l'État, même si on critique beaucoup cela, mais ça fait partie de l'esprit français, de la royauté à la République et jusqu'à aujourd'hui, en passant par l'Académie française et d'autres structures, il y a une sorte de dignité et de fierté française qui n'accepte pas facilement l'étranger. C'est très difficile en France, quand on est étranger, de se faire reconnaître comme tel. Et on connaît cette situation avec les difficultés de ce qu'on appelle l'intégration, qui éclate aujourd'hui encore. Beaucoup de personnes qui ont été victimes du Covid ne sont pas seulement les vieux, mais des jeunes qui viennent de ces quartiers-là. Et ces inégalités sociales restent criardes. Mais je pense que malgré cet héritage et cette difficulté, la France a créé un forum de discussion, c'est l'esprit de la Renaissance, l'esprit du XVIIIe siècle, qui fait que l'étrangeté, y compris les difficultés de l'intégration, deviennent objet de débat et d'objet d'innovation. Nous pouvons les affronter et je pense mieux que l'étrangeté n'est affrontée aux États-Unis ou en Angleterre ou en Allemagne. Je le dis parce que je suis devenue une cosmopolite et, comme vous l'avez dit, je suis invitée dans plusieurs universités étrangères. Le fait d'affronter le problème de l'étrangeté, de l'affronter comme une part intégrante de l'humanité et de pouvoir comprendre aussi bien les raisons que les limites, les difficultés de la France, mais aussi la réponse et le devoir que les étrangers ont à son égard et la créativité de ce que les étrangers apportent en nous, eh bien, c'est quelque chose qui se développe, à mon sens, mieux dans le débat politique français qu'ailleurs. Et même la question que nous posons aujourd'hui avec les sciences humaines, mais avec l'art et la littérature, sur le fait religieux, en ne stigmatisant pas le fait religieux, mais en l'ouvrant pour le faire mieux connaître, et y compris à ceux qui croient, et c'est ce que nous faisons à la Maison de l'Adolescent, c'est quelque chose qui ne se fait qu'en France. Le fait de reconnaître dans le besoin de croire un besoin universel et d'ouvrir aux jeunes musulmans croyants la capacité de s'approprier leur religion et de la mettre en question, de l'incorporer, de le situer dans la modernité, je pense que c'est un don que la France fait à l'humanité, donc à l'étrangeté, notamment religieuse, que beaucoup aujourd'hui manifestent et qui parfois, parce que mal comprise, cette capacité de croire et de posséder une religion, mal comprise, les conduit à des extrémismes et des intégrismes. Donc notre réponse n'est pas de les stigmatiser, mais de s'approprier leur religion autrement. Je pourrais vous donner des exemples tout à l'heure, de manière à faire vivre ensemble qui ne serait pas une guérilla ou une soumission. Mais ce sentiment d'étrangeté, d'extranéité dont vous parlez si bien, n'a-t-il pas été exacerbé dans votre cas avec cette affaire d'espionnage à laquelle votre nom a été mêlé? À vrai dire, j'ai pris ça comme une blague d'abord parce que c'est tellement invraisemblable et tellement ce dossier est vide. Je vous renvoie à mon site où je donne plusieurs réponses dans la presse américaine ou française. Donc, avec mon fils et mon mari, on était en train de rigoler en pensant que c'était un gag. Et il me disait, mais écoute Sabina, il paraît qu'on t'a donné le nom Sabina, ça va pas, c'est nul, il faut que tu t'appelles Matahari et que tu fasses un roman là-dessus. Donc, on rigolait sur le côté kafkaïen de ce dossier pondu, comme disait mon mari, par les services secrets et des agents qui voulaient se faire peut-être payer des voyages à Paris pour faire des dossiers vides. Mais ce qui m'a surtout blessée, c'est que dans ce dossier, non seulement il n'y a aucune trace de quelque collaboration ou rapport que j'ai fait en tant que espionne, entre guillemets, mais il y a une partie qui m'a beaucoup blessée,
ce sont une trentaine de lettres que j'avais envoyées à mes parents et qui n'ont jamais reçu ou peut-être qui ont été extorquées chez eux. Ce sont des lettres de moi, jeune fille étudiante, qui leur envoyais, où je parlais de mes difficultés avec mon loyer ou le travail que je faisais à l'université et qui figurent dans ce dossier comme un exemple du totalitarisme qui ne respecte pas la vie privée et qui se donne le droit de posséder, de réquisitionner une correspondance et de la diffuser à travers la presse et les médias maintenant. Donc, n'importe qui peut aujourd'hui lire mes lettres à mes parents qui n'ont rien de politique, mais qui sont tout simplement une atteinte à la liberté. Et c'est là, moi, je fais profession de faire ressurgir dans chacun de nous ce qui est pour moi le sol sacré, c'est-à-dire la vie intime et la vie infantile. Eh bien, ces lettres-là sont une espèce de profanation de cette sacralité de l'intimité. Et c'est ça qui m'a beaucoup détruite. Mais vous avez parlé d'un viol psychique. Absolument. C'est un viol psychique qui, à travers le mensonge, on parle de Dostoïevski à propos de mon livre, mais quelqu'un qui a beaucoup inspiré Dostoïevski, qui a trouvé beaucoup d'inspiration chez Dostoïevski, c'est Solzhenitsyn. Et Solzhenitsyn, en analysant le système totalitaire, dit que ce qui est le plus pernicieux dans le système totalitaire, c'est le mensonge. Plus que la privation de liberté, c'est le mensonge. Et tout ce dossier est l'exemple même d'un mensonge qui est divulgué. On peut se demander pourquoi une commission en a besoin, pourquoi certains médias qui ont peut-être des relations avec ce passé ont besoin d'exhiber ça sans interrogation et sans mise en question. Il y a en revanche en Allemagne, mais aussi bien aux États-Unis, des instituts de sociologie qui essayent d'expliquer ce comportement des régimes de certains pays de l'Est qui sont des héritiers de ce totalitarisme stalinien et de la police stalinien, mais ce n'est pas du tout le sujet qui m'intéresse. Je ne veux pas me soumettre à cette provocation. Simplement, je voudrais insister sur ce viol psychique que représente la divulgation de soi-disant espionnage qui n'est rien d'autre que mes lettres à mes parents, dans lesquelles il n'y a rien de politique. Donc, vous voyez le côté on va dire, destructeur de l'intimité et qui ne considère même pas digne de respect la vie humaine, et qui tout simplement vous ment en divulguant de fausses informations. Ce régime communiste dans lequel vous avez été, Julia Kristeva, bon an, mal an, toujours dedans et dehors, a-t-il été le ressort de ce qu'on a pu voir comme complaisance dans votre déchinoise, écrit dans le sillage de complaisance à l'égard du maoïsme, écrit dans le sillage de votre voyage en Chine en 1974 avec Roland Barthes et Solers, qui est votre mari du reste? Pourquoi dites-vous complaisance? Est-ce que vous avez lu mon livre de Retour de Chine? Oui, je vous ai dit ce qu'on a pu voir comme complaisance. Moi-même, je n'y ai pas vu de complaisance, mais je me rappelle qu'à l'époque et jusqu'à aujourd'hui, on y voit de la complaisance envers le maoïsme. Non, on voit là aussi, ceux qui disent ça ne lisent pas et ne considèrent pas l'expérience personnelle de tel ou tel individu, mais créent une totalité qui serait, par exemple, le groupe tel quel ou le mouvement maoïste. Et puisqu'ils m'ont vu sur certaines photos ou dans certaines publications qui portent ce nom, considèrent que je partage une adoration du régime totalitaire. C'est surtout que Solers, à l'époque, dans les années 70, c'était proche du maoïsme. C'était le mouvement 71 et vous faites bien de faire la relation parce que le dossier qui concerne Sabina, c'est-à-dire pas moi, mais une figure fantomatique que la police stalinienne a inventée, date de 71 et c'est le moment où tel quel a publié une petite revue qui s'appelle Juin 71 pour s'opposer au Parti communiste français au nom
d'un intérêt culturel manifesté à l'égard de la Chine de l'époque, qui était en discussion, en scission, on va dire en critique violente, le maïsme de l'époque par rapport à l'Union soviétique. Ma démarche est tout à fait particulière. Venant de l'Est, je n'avais pas particulièrement d'appréciation de ce qui se passe en Chine, mais j'étais fascinée par la culture chinoise. C'est la linguiste et la sémiologue qui essayaient de comprendre le taoïsme, le confucianisme et l'écriture qui n'est pas une écriture alphabétique, qui est une écriture idéogrammatique et qui fonde toute une civilisation et tout un rapport au monde entre le sonore et l'écrit. J'ai publié quelques travaux là-dessus et je me suis inscrite à l'université Paris 7 pour faire une licence de chinois que je n'ai pas validée, mais je n'ai pas donc de diplôme, mais j'ai beaucoup de cahiers qui montrent combien j'essayais de m'imprégner de cette place de l'écriture et de la musique dans la langue chinoise et de la place des femmes justement dans le yin et le yang où une sorte d'équilibre s'instaure. Et en allant en Chine, j'ai eu l'impression que le souci qui nous amenait, avec Barthes y compris, était de savoir comment une culture aussi différente peut transformer l'héritage marxo-lénino-stalinien en un socialisme national. Est-ce que socialisme national, c'est-à-dire proche de la culture du pays, peut donner autre chose que le dogmatisme stalinien? Et nous avons vu très rapidement que les attaques que nos hôtes chinois formulaient contre l'Union soviétique étaient exprimées dans les mêmes termes dogmatiques que le stalinisme qu'ils attaquaient. Donc, ils étaient exactement l'envers symétrique de ce contre quoi ils se débattaient. Et j'ai écrit en rentrant un livre sur les femmes chinoises où j'ai insisté sur quelque chose qui m'intéressait, c'est-à-dire la place de la femme dans une société ancienne. J'ai fait une historique de l'évolution du féminin dans l'histoire de la pensée chinoise, dans la Chine de l'époque, et j'ouvrais la question de la place du féminin et du maternel, parce que je voyais beaucoup de femmes mères, et puis même des films là-dessus, en Chine, la place du féminin maternel dans la société contemporaine. D'où aussi la conclusion que j'ai tirée, que la politique ne sera pas mon domaine, que ce souci de liberté et de différenciation entre les sexes et de singularité féminine, je ne pourrais pas le résoudre politiquement, mais je me suis retirée de ce macrocosme politique dans le microcosme de la cure par la parole, c'est-à-dire la psychanalyse, où j'entends chacun dans sa particularité, et j'ai développé aussi mon désir de maternité, d'où la naissance de David au retour de Chine. Cette réflexion sur le féminin, sur l'éthique du féminin, si nous la retrouvons en dehors des sentiers battus du féminisme classique, si nous la retrouvons dans votre trilogie, Le génie féminin, on la retrouve en filigrane dans nombre de vos autres ouvrages, dans le dernier Dostoïevski. Vous parlez d'un archipel du féminin chez Dostoïevski, de ces femmes qui vivent dans une jouissance imprenable, telle Anastasia Filipovna. Je vous remercie beaucoup d'avoir, Maya Ksouri, vous êtes formidable d'aller jusque-là. En effet, mon souci autour du féminin a toujours été non pas un souci de toutes les femmes qu'on englobe dans un mouvement comme on a pu englober tous les bourgeois et tous les prolétaires et tous les musulmans et tous les juifs et tous les bulgares et tous les français. J'étais en dehors de et je suis toujours par bon voyage en dehors de cette globalité. Ce n'est pas l'appartenir qui m'intéresse, mais la singularité du voyage de chacun. Et ça m'a conduit d'aborder le féminin à travers des expériences personnelles. D'ailleurs, mes étudiants m'ont dit un jour, mais vous n'avez jamais parlé
du féminisme, alors que vous êtes une féministe peut-être atypique, et vous n'avez pas parlé du féminisme. Je dis, mais le féminisme, pour moi, n'a de sens que s'il arrive à donner une inspiration à chaque femme. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est le génie féminin dans sa singularité. Que le féminisme appelle chacune de nous à trouver sa créativité qui est sa singularité. Donc, j'ai fait, à la place d'un livre sur le féminisme, une trilogie sur l'expérience singulière de 3 femmes qui sont Hannah Arendt, Mélanie Klein et Colette. Et donc, mon appel en publiant ce livre est que chacune des femmes qui le lisent retrouve son propre génie et tout simplement sa singularité. Et ceci m'amène en effet à une conférence que j'ai faite en juin dernier à Londres. C'est pour la première fois que la Société psychanalytique internationale, fondée par Freud, est dirigée par une femme. Et le thème de la conférence était le féminin. Il y avait des femmes du monde entier, du monde musulman, du monde hindou, du monde chinois, 3000 personnes, je crois. Et je devais faire l'inauguration pour dire qu'est-ce que le féminin? C'est quelque chose d'impossible. Aujourd'hui, on a du mal à définir toute identité. Chaque identité est en mouvement. Je me disais, mais comment voulez-vous? Le féminin, c'est comme il existe un boson de Higgs en physique, qui est une particule qu'on n'arrive pas à attraper. Le féminin est le boson de l'inconscient et de l'humain. Chacun a une part de féminin. Et pour aller vite et ne pas vous assommer de psychanalyse, je trouve que la particularité du féminin, ce n'est pas l'adaptabilité, comme on dit souvent, les femmes s'adaptent, c'est la transformabilité. Les femmes se transforment et transforment avec ça la société elle-même. Ça aussi, je ne le développerai pas, j'invite nos auditeurs à me lire, mais c'est cette transformabilité féminine et le scandale qu'elle peut occasionner qui m'a frappée chez Dostoïevski. Parce que Dostoïevski est un auteur du 19e siècle. Il y a des années et des années qui nous séparent de lui et de son époque. La Russie de la fin du 19e siècle n'est pas celle d'aujourd'hui et celle de la Tunisie ni celle de la France. Mais il y a des thèmes que les interprètes de Dostoïevski avant moi n'avaient pas vus parce qu'ils se sont intéressés surtout à sa religion. Et c'est un fait qui m'intéresse aussi, compte tenu de la tradition et la mienne et que vous avez évoquée. Il est un chrétien orthodoxe comme mon père. Il considère même que l'orthodoxie est plus intéressante et plus vraie que toutes les autres religions, et même plus que le judaïsme, et il est très antisémite, parce que si le peuple russe est orthodoxe et le meilleur, alors il est forcément en contradiction avec les juifs, donc c'est un sujet brûlant, mais ce n'est pas ça que j'ai voulu développer. J'ai voulu développer 2 autres sujets qui sont très intéressants et modernes, c'est-à-dire le féminicide. Toutes les héroïnes de Dostoïevski, les meilleures en tout cas, Nastasia Filipovna ou Grushenka ou la boiteuse ou la douce, sont des femmes énigmatiques, solitaires, fières, comme des saintes, il dit. Mais quelle est cette jouissance imprenable dont vous parlez au sujet de ces femmes? Eh bien, parce qu'on ne les comprend pas, elles font peur et elles sont dans une solitude impartageable. C'est pour ça que je parle d'un archipel de solitude féminine. Elles sont grandioses, elles sont souffrantes ou elles sont hyper intelligentes, mais les hommes et la société ne les comprennent pas. Et elles sont exterminées, purement et simplement. Le féminicide est leur sort. Et ils se révoltent contre cela et ils montrent avec violence des phénomènes qu'on trouve encore dans la société d'aujourd'hui, contre lesquels ils protestent. Parce que ce n'est pas la faiblesse féminine qui conduit au féminicide. Ce n'est pas parce qu'elles sont faibles qu'on les tue. C'est parce qu'ils ont une puissance qui provoque les hommes, leur suscite ou réveille leur infantilisme ou leur castration ou tout ce que vous voulez. Vous faites d'ailleurs un lien avec MeToo. Vous faites un lien avec MeToo. Anastasia Filipovna serait la première MeToo.
Eh ben, absolument, parce qu'elle ne veut pas se soumettre à son violeur, elle ne veut pas épouser le prince, elle préfère être l'amante d'une espèce de mafieux très sympathique et violent, mais elle sait qu'il n'y a rien à attendre de lui, et elle se laisse tuer en fait, et il la tue. Donc, mais il y a une révolte qui se finit dans cette société-là, où il n'y avait pas encore le sens de la possibilité de combattre cet isolement et cette solitude. La grandeur des femmes était condamnée au féminicide, mais la grandeur des femmes peut aller plus loin, et c'est ce que le combat des femmes après Dostoïevski et tout au long du XXe siècle et jusqu'à chez nous permet d'espérer et de résister à cette tendance qui persiste encore dans la société. Donc, il est très moderne et il nous invite à trouver des formes pour sortir des femmes de cet archipel de solitude et de féminicide. Et puis, l'autre sujet, c'est, qui va un peu dans la même direction, c'est la pédophilie. C'est le seul péché que lui, le croyant, considère comme non pardonnable, le fait de s'attaquer à l'innocence de l'enfant.